Bonjour à tous, je suis heureux de vous annoncer l'ouverture de la billetterie du 7e congrès Innovation en éducation qui se tiendra les 21 et 22 février 2026 au Palais des Congrès de Nîmes. 10 conférences, 40 exposants, 16 ateliers participatifs et plus de 650 personnes qui viennent de la France entière. J'ai hâte de vous retrouver les amis, à tout bientôt. Je n'ai pas envie d'appliquer sur l'enfant une méthode ou une croyance ou une vision de l'éducation. Ce qui m'intéresse, c'est comment nourrir les besoins de l'enfant. Tout le monde remarque que les élèves qui refusent d'apprendre à l'école apprennent plein de choses en dehors de l'école. Pour moi, c'est vraiment une attitude de l'adulte, un regard vis-à-vis de l'enfance qui change. Pour moi, l'école de la vie, c'est l'école des rêves, c'est l'école qui permet de réaliser ses rêves. Bienvenue sur le podcast Innovation en éducation. Je m'appelle Julien Perron, je suis à l'initiative du Festival pour l'école de la vie et du Congrès Innovation en éducation à Paris et à Montpellier. Voilà maintenant plus de 8 ans que je mets beaucoup d'énergie autour de l'éducation, convaincu que tout part de là. À travers ce podcast, vous allez découvrir de nombreux professionnels qui se mobilisent pour accompagner les parents, les enfants et les enseignants. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Roland Gérard, bonjour. Bonjour. Roland, tu es conférencier et cofondateur du réseau École Nature. Alors, il y a un micro voilà. Moi, j'en garde un, comme ça, je distribue la parole. Puis après, vous pouvez vous faire passer l'autre micro. Est-ce que tu veux présenter déjà en quelques mots ce que c'est que ce réseau École Nature ? Oui, donc le réseau École Nature, c'est une organisation qui s'est créée à partir de l'année 1983 où 2 enseignants, un instituteur de la Mayenne et une prof de SVT de la Sarthe, se retrouvaient régulièrement au colloque ornithologie au Muséum d'histoire naturelle et pendant les pauses, ils se parlaient d'éducation de nature à l'école. Et de leurs pratiques éducatives, de ce qu'ils faisaient avec les enfants sur la nature, et puis à un moment donné ils se sont dit mais il faudrait vraiment qu'on ait le temps, quoi, parce qu'entre 2 communications scientifiques, parler d'éducation nature, ça suffit pas. Et donc ils ont eu l'idée géniale de créer les rencontres école et nature. Et donc les premières rencontres école et nature se sont passées en 83 sur l'île Chevalier en Bretagne, et j'ai eu la chance d'y être, et c'était un moment super, puisque là on était vraiment dans un rapprochement très fort entre le monde des enseignants et le monde des animateurs et de toute l'éducation à l'environnement qui était balbutiante, naissante à l'époque. Et petit à petit, ces rencontres se sont, continuées d'année en année. Donc la Bretagne, après ça a été les Ardennes, après ça a été l'Auvergne, après le Languedoc-Roussillon ici, et ça a continué. Et c'était à chaque fois l'occasion de mettre au milieu du débat, au milieu de nos préoccupations pendant 5 jours. On s'offrait 5 jours les uns aux autres. Et ça, c'est important à la fin de l'année, comme fin août, avant de rentrer un peu dans le travail. Et à chaque fois, c'était l'occasion de faire du terrain, d'aller dehors. C'était donc de pratiquer la pédagogie de projet. C'est devenu vraiment un endroit où on expérimentait la pédagogie de projet. Donc ça, c'était vraiment extrêmement intéressant. Et un endroit où on échangeait sur nos pratiques éducatives avec les groupes, qu'on soit animateurs ou enseignants. Et un endroit où on poussait un peu la réflexion et on se disait, mais ça y est, il y a quelque chose qui est en train de naître, même si on s'était pas exactement conscient. Mais on était au tout début de l'éducation à l'environnement, et donc on était dans l'idée aussi à un moment donné, de faire exister ça socialement. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'on reste dans les marges, invisibles. Il fallait qu'on puisse parler avec les autorités publiques en particulier, pour que la France donne un peu de place à l'éducation à l'environnement. Donc après, École et Nature est devenu trois éléments clés. C'est mettre en relation les acteurs, quels qu'ils soient, quel que soit leur champ d'action, mettre en relation les acteurs. En deuxième, c'est on est sur un chantier neuf, on a besoin d'outils, donc c'est créer des outils par les acteurs de terrain eux-mêmes, pour les acteurs de terrain. Donc l'idée, c'était vraiment que parce que tous on fabrique des outils plus ou moins, hein, tous les gens qui font de l'éducation fabriquent des outils, et ces outils peuvent être très utiles pour quelqu'un d'autre, et c'est comme ça qu'on a. Et puis le troisième point, c'était porter la parole des acteurs de l'éducation environnementale. Ça veut dire, si j'ai bien compris, que n'importe quel enseignant du premier cycle, second cycle peut
contacter le réseau Ah oui, bien sûr. pour obtenir des Oui. outils pour l'accompagner dans ses cours Oui, bien sûr. ou ses Et leçons liées à l'apprentissage de l'environnement avec oui. ses élèves. Oui, alors on a eu un développement du réseau École et Nature sur l'échelle nationale et en même temps, par les mêmes acteurs, à l'échelle régionale, il y a les GRAIN qui sont apparus. Le GRAIN, c'est le groupe régional Animation et Initiation Nature Environnement. Et c'est la même philosophie, à peu de choses près. En tout cas, c'est des histoires très proches. Et l'idée, c'est aussi de mettre en relation les acteurs. Mais là, on est plus à la proximité. Et il y a aussi maintenant des réseaux territoriaux. Il y a un réseau territorial dans le Gard, dans l'Hérault, dans la Lozère, enfin dans tous les départements ici, pratiquement, d'Occitanie. Et on est vraiment dans l'idée de faire ensemble, d'être dans l'horizontalité, d'être dans l'écoute, dans la solidarité aussi, quoi. Et c'est souvent ingrat comme action, hein, de faire de l'éducation à l'environnement, parce que souvent on est un peu seul, on n'est pas toujours très bien compris. Faire de l'éducation en général. Oui, faire de l'éducation en général, ouais. On passe le micro à Marie-Hélène Pillot. Marie-Hélène, bonjour. Bonjour. Quand on parle de coopération, de mise en réseau, c'est un sujet qui vous parle, puisque vous êtes coordinatrice du pôle relié pour l'association Colibri et vous avez participé à des actions, à des ateliers. Est-ce que vous voulez nous présenter déjà l'asso Colibri? J'imagine que beaucoup de personnes ici la connaissent, mais peut-être que c'est bien d'en redire un mot tout de même. Oui. Bonjour à tous et toutes. Donc oui, je suis coordinatrice du pôle relié de l'association Colibri. Colibri, c'est un mouvement citoyen qui œuvre pour un changement de société plus humaine et plus écologique et qui remet l'humain au cœur de ce changement en se disant, pour changer effectivement cette société qui ne nous convient pas totalement, il faut d'abord commencer par soi-même. Du coup, c'est une association qui est représentée un peu partout sur les territoires, donc métropole, dom-tom, donc ultramarins, en Belgique et en Suisse. Et les groupes locaux ont pour mission de décliner les missions de l'association nationale, inspirer, relier et soutenir. Voilà. Donc ça va être nos acteurs du territoire. Du coup, donc on a ces 3 missions: inspirer, relier, soutenir. Inspirer, on propose des films, des livres, un magazine en ligne qui permet de mettre en avant les initiatives qui existent, le concret, pour dire qu'effectivement il y a des choses qui ne vont pas, mais nous on va être plutôt dans le côté positif de qu'est-ce qui fonctionne, comment le mettre en lumière pour inspirer d'autres citoyens et citoyennes à passer à l'action, faire du partage d'expériences. Et on a également du coup dans ce pôle inspiré développé depuis début 2018 un nouvel atelier qui s'appelle l'Agora des Colibris, qui est un laboratoire d'idées citoyennes qui, suite à une campagne qu'on a réalisée en 2017 qui s'appelait le Chant des Colibris, on a intervenu dans 6 villes en France. On avait organisé des débats sur des sujets qui étaient des leviers un peu politiques, donc sur l'économie, sur l'éducation, sur l'agriculture, vraiment des sujets clés. Et à la suite de cette année, on nous a interpellés en disant OK, on a débattu maintenant pendant l'année, quid de la suite? Donc de là est né cette Agora des Colibris, qui est un atelier qui dure 8 mois dans l'année et qui aborde pendant ces 8 mois un sujet clé. Donc on a commencé avec l'alimentation, comment rendre accessible une alimentation de qualité au plus grand nombre de personnes. Donc pour ça, on le fait pas tout seul, hein. Colibri, on n'est ni expert on se déclare pas comme étant les experts de l'alimentation, de l'agriculture, de l'éducation, mais on est là pour faire réseau et pour essayer justement de regrouper ces différents acteurs qui sont des spécialistes pour ensuite arriver vers des propositions communes pour ensuite les mettre en action. La deuxième Agora, elle a une forme un peu particulière, elle touche le numérique, c'est comment réhumaniser le numérique. Du coup, on n'est pas sur un atelier avec des rencontres sur 8 mois, mais un atelier qui se fait en ligne avec l'objectif et l'intention finale de rédiger un livre sur cette thématique, mais en Creative Commons. Donc, les citoyens et citoyennes qui sont intéressés par cette thématique peuvent contribuer à la rédaction de chapitres, apporter des bonifications, des critiques, et ensuite, l'idée c'est de pouvoir le publier, donc en Creative Commons, c'est-à-dire aussi gratuit, voilà, et qui puisse évoluer au fil des années. Donc, cet atelier est un peu plus long parce que c'est un format un peu plus, différent. Le troisième atelier, du coup, sur lequel on a travaillé ensemble aussi, on avait invité Roland Gérard, c'était sur la reconnexion à la nature. L'importance de la reconnexion à la nature pour les enfants. Donc là, ça a duré aussi 8 mois. On a eu plein d'acteurs comme les CPN, le réseau École et Nature. On a eu l'éducation nationale au travers d'enseignants, de conseillères pédagogiques. On a eu l'Agence française de la biodiversité. Enfin, j'en passe. Il y avait vraiment toute une série d'acteurs qui étaient présents pour nous aider
à discuter de cette thématique. Et du coup, durant ces 8 mois, on a eu 4 rencontres présentielles qui nous ont permis sur 2 jours de pouvoir aborder des sujets différents. On a terminé cet atelier en juin de cette année 2019 et 3, on s'est un peu dessiné finalement, enfin c'est dessiné puisque c'est pas Colibri qui va continuer de porter. Hein. Nous, on propose ce temps de débat et ensuite comment les structures se relient pour que ça perdure. Du coup, il y a une petite feuille de route avec 3 grands axes qui en ressort. La première, c'est comment faire réseau, c'est-à-dire qu'il y a une tripotée d'acteurs de ce domaine, que ce soit de l'éducation à la nature ou de l'éducation au sens large, parce que l'éducation, c'est pas que les écoles non plus, hein, donc c'était vraiment très large. Donc comment faire réseau ensemble pour pouvoir avoir un levier, faire levier et faire évoluer les choses. Le deuxième axe qui est ressorti, c'est comment mutualiser, faire l'inventaire de tout ce qui existe, puisque finalement, il y a énormément de choses et nous, on s'est aperçu pendant ces 8 mois d'atelier que toutes les personnes, toutes ces structures ne se connaissaient pas forcément. Donc, comment faire l'inventaire de ce qui existe et ensuite, comment promouvoir la reconnexion à la nature. Voilà. Donc ça, je rentrerai peut-être un peu plus dans le détail. On va y revenir. On va passer le micro à une troisième invitée. Jeannie Berthelot, bonjour. Vous avez aussi plein de casquettes, mais on va essentiellement parler du projet que vous avez monté, Être heureux à l'école, parce que c'est aussi, là, on a parlé beaucoup de connexion à la nature comme étant un des leviers de bien-être et de bonheur dans le cadre de la classe, mais on va essayer d'élargir et d'aller un peu plus loin. Et vous, Jeannie, vous avez donc créé ce projet, Être heureux à l'école. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot? Oui. Bonjour à tous et à toutes. Alors, moi, effectivement, je suis responsable pédagogique à l'IFAC. Donc, l'IFAC, c'est l'Institut de formation d'animation et de conseil. Donc, on est dans le champ de l'animation. Et on a un accord cadre depuis quelques années avec l'Éducation nationale et on met en œuvre des actions citoyennes. Et on travaille sur le harcèlement, la violence, l'estime de soi. Et les échanges que j'avais avec les enseignants et avec les élèves m'amenait à me rendre compte de l'état de mal-être des élèves à l'école. Donc j'ai proposé, donc moi je viens des Hauts-de-France, de Cambrai, pour ceux qui connaissent les bêtises, et j'ai proposé au rectorat dans le cadre donc des rencontres que nous avons de créer une action qui s'appelle Être heureux à l'école. Je suis aussi master coach de la méthode Joue ta vie. Et donc, j'ai mélangé, on va dire, effectivement, toutes les casquettes dont vous parlez pour créer cette action parce que quand on parle de bien-être, moi, je me suis rendu compte qu'il est plus facile de tenir un discours que d'incarner une posture. Et que finalement, la distinction principale, c'est que quand je prône le bien-être, la bienveillance, quand je porte cette intention, comment je vais la mettre en œuvre pour qu'elle soit réellement vécue par tous. Et je dis par tous parce que on va parler des enfants aujourd'hui, bien sûr, mais les enfants font partie d'un système et qu'il faut vraiment parler de bien-être en matière de système, c'est-à-dire de tous ceux qui tournent autour des enfants. Donc les enseignants, le personnel d'animation parfois qui travaille avec eux, les parents, enfin voilà. Et il faut prendre le bien-être dans en notion de système et de passer de l'intention à l'action. Parce que je me suis aussi souvent aperçue qu'on parle beaucoup de bienveillance, c'est un mot qui est très utilisé, mais qu'en fait, on n'est pas vraiment dans la bientraitance. Et que la bienveillance, on est bien dans la pensée, et la bientraitance, on est dans l'action. Donc, effectivement, comment on fait pour passer de la bienveillance à la bientraitance? Et c'était ça mon sujet pour créer l'action Être heureux à l'école. Ouais, c'est des sujets qu'on a abordés hier avec Sophie Rabi, avec d'autres conférenciers tout au long de l'après-midi. C'est une vraie question, hein, parce que la bienveillance, c'est de l'ordre de la raison. Et voilà. Mais dans les faits, comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Très bien, on va y revenir parce que cette question de être heureux à l'école, elle nous touche tous, hein. Oui. Qu'on soit parents, enseignants, comment est-ce qu'on agit avec ses collègues quand on est enseignant et qu'ils ont des comportements que l'on juge un peu étonnant. Comment on choisit l'école de ses enfants? Est-ce qu'on choisit de les déscolariser, de faire l'école en famille? Est-ce qu'on décide de faire le choix d'une école alternative? Est-ce qu'on choisit l'éducation nationale? Et justement, pour en parler,
Angela, vous êtes professeur chercheur à l'université de Montpellier, Oui. donc vous êtes aussi local de l'État, et vous représentez aussi le corps de l'éducation nationale avec tout ce qu'il a de terrifiant parfois et de très enthousiasmant dans les nouvelles pratiques qu'il porte. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous laisse vous présenter, Oui. peut-être présenter les actions que vous portez aussi en tant qu'enseignant et ce que vous voyez avec vos collègues. Merci. Oui, nous sommes engagés nous aussi dans un processus de changement, de transformation, et j'appartiens au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui effectivement ces dernières années a engagé des actions de transformation à l'université à travers le plan d'investissement à venir qui est IDEFI, Initiative d'excellence en formation innovante. Le ministère nous demande effectivement de changer nos méthodes d'enseignement, notre relation aux étudiants également. Et voilà, l'université Paul Valéry nous a donné la possibilité, avec le projet UM 3D, de expérimenter à travers des ateliers de création artistique, par exemple. Moi, j'enseigne la langue et la littérature italienne. Les étudiants sont amenés, par exemple, à rentrer dans une pédagogie de projet. On en a parlé tout à l'heure. Donc, le projet, par exemple, créer une pièce de théâtre ensemble avec un artiste, c'est-à-dire une actrice, une metteur en scène, ou bien un atelier danse et poésie. Qu'est-ce que ça comporte? C'est que le projet, et vous en avez de l'expérience déjà, crée des liens. Donc, les étudiants se parlent, c'est ce qu'ils me disent après. Et après, ils se soutiennent l'un l'autre et ils sont dans une dimension autre que être derrière leur banc. Et le corps aussi est engagé parce que nous enseignons la langue. La langue, c'est la voix quand même. Et la voix, c'est le corps. Donc, ce qui est bien, c'est que on voit les étudiants, en fait, être un peu protagonistes de ces projets, se réapproprier ce projet, se réapproprier la culture qu'ils assimilent, qu'ils apprennent, qu'ils élaborent, et la remettre en jeu dans un projet créatif. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. On est vraiment sur le don de la vie, c'est-à-dire Ouais. on sort de l'écrit Oui. mort, en fait, en tout cas inactif, et on lui donne vie, on lui donne Oui. corps, et au sens propre, au sens figuré, quoi. Mais dans le dernier projet Danse et poésie, avec une chorégraphe et professeur, les étudiants m'ont dit après coup qu'ils se sentaient libres justement de s'exprimer. Leurs émotions étaient exprimées au niveau même corporel, à travers des gestes et à travers des écritures poétiques. Et je leur ai demandé, mais avant cet atelier, vous étiez poète ou vous écriviez des poèmes? Jamais. Donc, c'est le fait d'être dans ce flow, dans ce mouvement de liberté, de libération des émotions, qui leur a permis de s'exprimer spontanément. Alors ça, c'est sûr qu'on l'imagine assez bien sur une discipline sciences humaines, en tout cas sur le sujet d'une langue en littérature. Oui. Est-ce que ce serait duplicable? Est-ce qu'il existe des expériences similaires sur des matières plus scientifiques, Oui, en absolument. mathématiques, en sciences de l'ingénierie, par exemple? Bien, par exemple, nous collaborons aussi avec la géographie et nous allons faire un projet ensemble le 28 novembre, un atelier, voilà, encore une fois, un atelier et une conférence, le travail qui relie, The Words That Reconnect. Vous connaissez peut-être déjà, c'est le travail initié par Joanna Macy aux États-Unis et c'est un atelier qui permet de se reconnecter à la nature à travers des gestes, à travers des actions créatives, à travers c'est un laboratoire, donc on est dans la pratique, on n'est pas dans la pensée. On est dans la pratique, c'est très important parce que j'étais très sensible à ce que vous avez dit tout à l'heure. Bientraitance et bienveillance, c'est pas la même chose. Nous amenons les étudiants et nous-mêmes, parce que moi je ferai partie de l'atelier, je veux dire, je me mets en jeu moi-même avec eux, je sors de ma casquette, mon rôle enseignant pour faire partie à égalité de l'atelier avec les étudiants. Donc, nous allons participer à cet atelier animé par Marianne Claveau et Michel Maxime Heger, qui est le travail qui relie, qui nous reconnaît, peut nous reconnecter à la nature en exprimant nos souffrances, en exprimant aussi notre envie de changer. Et l'après-midi, Michel Maxime Heger, qui est un sociologue suisse, va expliquer ce qu'est l'éco-psychologie. Donc, dans
dans une conférence intitulée Soigner l'esprit, guérir la terre. Ça, c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde, c'est à l'université Paul Valéry, le 28 novembre 2019. Ouais, si ça vous intéresse, on laissera le document à proximité pour que vous puissiez renoter les noms des personnes qui animent. C'est vrai que souvent, quand on parle de reconnexion à la nature, on imagine tout de suite les plus jeunes. On voit un peu ces images de forest school, on voit les plus jeunes jouer avec la terre. On n'imagine pas du tout que ce soit un sujet quand on parle d'étudiants en bac plus, quoi. Absolument. Et pourtant, ce que vous me dites, c'est que c'est un vrai levier d'épanouissement, un vrai levier d'apprentissage pour les étudiants. Oui. On a commencé en 2013 un projet de recherche écologie, littérature et art. C'est un peu nouveau pour Montpellier, mais après ça s'est un peu diffusé même dans toute la France. Donc l'éco-critique, ce qu'on appelle eco-criticism, qui est très développé aux États-Unis et dans d'autres universités déjà, permet aux étudiants, doctorants même, donc à un niveau encore plus élevé, de faire des recherches comment les écrivains, les artistes s'engagent dans la défense de l'environnement ou dans la sensibilisation du public à l'environnement. Parce que ce qui se passe dans la littérature, c'est que nous allons pas utiliser seulement notre rationalité, mais nous vivons l'événement, nous le revivons à travers la lecture. Donc c'est un événement psychique, la lecture, qui peut nous transformer. Ça, vous prêchez une convaincue. Je suis auteur aussi. J'ai plein de casquettes aussi. J'écris, je publie. Donc oui, je vous prêchez une convaincue. La littérature change en profondeur. Là, en fait, j'entends essentiellement deux choses quand je vous écoute tout de suite. C'est la question de la reconnexion à la nature comme étant un élément central dans la notion de bien-être. C'est drôle, le petit garçon qui est derrière, il y a 2 jours, m'a demandé mais nous, on fait partie de la nature? Oui, on fait partie de la nature. Ça veut bien dire que déjà à 6-7 ans, la question se pose de cette déconnexion et vous la remettez immédiatement en centrale comme étant un pilier de cet aspect de bien-être. Et le deuxième élément, le deuxième levier, c'est la possibilité d'exprimer ses émotions. Je me trompe? Dites-moi si non. Ouais. Comment est-ce que vous abordez cette notion-là de l'émotionnel au sein du réseau École et Nature? Est-ce que c'est aussi un sujet? Est-ce que vous avez sciemment choisi de ne pas en parler, de vous concentrer sur votre mission? Ça s'est fait progressivement en fait, parce que au départ, dans les années 80, on était très dans l'approche scientifique. La majorité des acteurs du réseau École et Nature, c'était des gens qui avaient fait la fac de sciences, plutôt la biologie, et qui avaient une approche un peu naturaliste. On était dans cette approche naturaliste, et donc une approche qui mobilisait pas mal le cerveau, et qu'il fallait. Mais c'était aussi ce que demandait un peu le corps social, hein. C'était la demande du corps social à l'époque, hein, en particulier des institutions scolaires. Si vous regardez les circulaires du ministère de l'Éducation nationale, vous trouverez le mot science, approche scientifique. Dès qu'on parle de développement durable, c'est ce qu'on met en avant, c'est l'approche scientifique. On a eu un moment très fort, ça a été les rencontres Art et Nature en 88 dans le Jura, dans la Franche-Comté, et là il y a une mission française qui est allée aux États-Unis, qui a rencontré Joseph Cornell, Steve Van Mart, et qui sont revenus avec des techniques qui nous permettaient d'impliquer le corps et d'impliquer le cœur. Et parce que on a parlé du corps, et ça c'est vraiment essentiel dans notre approche, parce que cette connexion à la nature, elle est fondamentale en ce sens que le point clé peut-être pour sortir de la crise environnementale, c'est ça, c'est je suis pas dans la nature, je suis de la nature. Moi, cette différence-là que tu as tout de suite un peu suggérée, nous sommes de la nature. Ça veut dire que nous sommes dans l'interdépendance. Et ça, être dans l'interdépendance avec toutes les bêtes et toutes les plantes, ce n'est pas le résultat d'une réflexion. C'est pas le résultat d'une pensée. C'est du vécu. Et Albert Einstein disait que la connaissance vient de l'expérience et que tout le reste n'est que de l'information. Et donc c'est pour ça que l'éducation à l'environnement va aller vers l'idée de faire partager des expériences de nature. Et partager une expérience de nature, ça veut dire qu'on la vit réellement, on la vit soi, intensément. Ça veut dire on la vit avec son corps, on la vit avec son cœur, on la vit évidemment avec son cerveau, parce qu'on aime comprendre. Et c'est pas du tout la question d'effacer ça.
On aime Oui, comprendre. mais on aime comprendre. Donc tout de suite, on a le mot aimer, on a le cœur qui Oui, revient. on a envie de savoir, on a envie de comprendre, bien sûr, et de resituer les choses. Et voilà, bien sûr, ça fait partie de l'humanité complètement. Et puis le quatrième, c'est Hervé Brugnot, un jour qui me dit, attends Roland, il y a un quatrième truc, c'est quoi? Je dis, bah attends, une fois que t'as fait le corps, t'as fait le cœur, t'as fait le cerveau, c'est bon, quoi. Il dit, bah non, il y a l'esprit aussi. Ah bon, oui, c'est vrai, en fait, il y a l'esprit. Donc, on doit aussi s'adresser à l'esprit, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais là, où je vais, qui suis-je, dans quelle étagère, bon, tout ça. D'accord. Et, et donc, quand on va avoir maintenant une approche de la nature, quand on va être dans ce projet de faire la connexion, et pour aller plus loin, parce que il s'agit pas de faire la connexion comme quand on a un numéro de téléphone dans son portable, hein, il s'agit de mettre en relation. Si on fait la connexion, c'est pour que cette connexion ait un effet. Et cet effet réel, c'est qu'on a après les deux, si on veut dire la personne et l'arbre, la personne et l'oiseau, la personne et le vent, et la personne et la nuit ou l'étoile, eh bien ou la rivière, que la personne et la nature en fait soient en relation. Et cette relation-là, on va pas la trouver seulement dans un des quatre chapitres, des quatre dimensions de notre humanité. On va trouver cette relation parce qu'on va aller explorer dans ces quatre directions. La direction du corps, la direction du cœur, la direction du cerveau, la direction de l'esprit. Jenny, on imagine que ce type d'approche naturelle ressemble un peu aux pédagogies dites alternatives du début du siècle. Hein. On pense à Freinet, on pense à Maria Montessori. C'est des gens qui ont Oui, développé des approches qui étaient déjà oui, mais pas loin, quoi. En tout cas, dans l'intuition de ça. ouais, mais dans l'approche de la nature, on était quand même pas mal dans la leçon de choses. Et je pense que toute l'expérience aujourd'hui avec le yoga, avec la méditation, ça veut dire que toutes ces expériences-là qui sont maintenant dans le corps social, elles nous permettent d'être plus dans quelque chose qui est une présence à la nature. Mais en Et fait, justement, j'allais poser la question à Janice, c'était de savoir si aujourd'hui l'éducation nationale, les enseignants sont prêts à ça. Parce que là, on parle vraiment de choses qui nous parlent à nous en tant que parents, un peu éclairés, un peu bienveillants, c'est pas toutes les familles. Est-ce que dans l'éducation nationale, on peut apporter toutes ces quatre dimensions-là? Est-ce que les enseignants sont prêts à recevoir ça comme outil de bien-être pour leurs élèves? Alors, ça bouge, c'est évident, parce que s'il y a quelques années, j'avais proposé à l'éducation nationale une action qui s'appelait Être heureux à l'école, on m'aurait pas ouvert les portes. On aurait ri peut-être d'abord. On aurait ri, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est déjà une forme de bien-être. Voilà. Donc, pour moi, le gros changement, il est venu de là, c'est-à-dire d'accepter, de reconnaître que potentiellement les enfants ne sont pas heureux à l'école. C'était le premier pas à faire. Effectivement, après, avec les outils et l'itinéraire que moi je propose, puisqu'en fait, dans l'action Être heureux à l'école, c'est un itinéraire vers le bonheur et vers le bien-être. Et cet itinéraire, il est duplicable par l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant redevient acteur, il subit plus, mais par l'enseignant, par le parent. Et donc, à partir du moment où le bien-être retrouve sa place dans la classe, on s'ouvre à d'autres choses. C'est-à-dire qu'avant de s'ouvrir à tout ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure, il faut déjà que chaque personne se sente bien dans le système dans lequel il est. Et là, après, on s'ouvre à d'autres choses. On est ouvert à accueillir des ateliers nature, on est ouvert à accueillir du théâtre, de la danse, de la cuisine, parce qu'à un moment donné, on sent bien que ça va venir nourrir le bien-être qu'on a posé. Ça veut dire que pour vous, n'importe quelle brique est finalement secondaire à l'approche initiale de « Ok, faisons un point, on en est où ? Comment on fait pour se réapproprier l'espace ?» Moi, je pense vraiment à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, pour moi, les étapes, c'est la satisfaction des besoins, puisqu'on s'aperçoit aujourd'hui que déjà ça, dans la plupart des classes, c'est pas forcément le cas. Boire, manger, respirer, bouger. Quand à partir du moment où on demande à des enfants de rester assis pendant des heures, on n'est déjà pas dans la satisfaction des besoins. Donc, on n'est pas dans le bien-être. Et donc là, de vouloir faire des actions, ça pourra pas marcher, puisqu'on sera dans quelque chose qui va venir se superposer. La première étape, c'est la satisfaction des besoins. Donc, c'est comment on autorise les élèves à boire pendant la journée. Voilà. Ouais, aller aux toilettes. Aller aux toilettes, parce que le hein. pipi à heure fixe, moi, ça m'a toujours impressionné. C'est-à-dire que dès qu'on a 3 ou 4 ans, il faut faire pipi à la même heure que les autres. Il y a personne ici qui se dit « Ah, tiens, il est 10 heures, c'est l'heure de mon pipi. » Enfin, je pense pas. D'accord ? Bon. Donc, moi, je pars de là et je réexplique des choses qui vont sans doute vous paraître basiques. Mais moi, justement, j'ai voulu que cette approche, elle soit simple pour qu'elle soit duplicable partout et par tous.
et qu'elle nécessite pas d'argent, parce que souvent les freins, nous quand on intervient dans les écoles, une des premières questions c'est combien ça coûte. Ah oui, c'est sûr, les enseignants posent cette question, Voilà. ils ont pas beaucoup de budget. Et comme ils ont pas beaucoup de budget, bah forcément on nous dit bah ça va pas être possible. Donc là, moi je leur dis ça va rien vous coûter, enfin si ce n'est de nous faire venir une première fois pour qu'on vous explique la démarche, mais après vous allez pouvoir le faire tout seul. Et c'est ça qui est génial. Donc forcément, on a parlé d'émotion tout à l'heure, ça c'est le deuxième pilier. À un moment donné, l'émotion, si elle n'est pas entendue, bah, elle va pourrir. Et donc, nous, on intervient. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de problèmes de harcèlement, de violence. Ben, si on remonte un petit peu la spirale de la violence, on se rend compte que finalement, moi, des fois, quand je rencontre des enseignants, je leur dis qu'on n'entend pas beaucoup la souffrance des enseignants et qu'elle existe aussi. Et moi, quand j'entends enseignant, j'entends enseignant. Celui qui saigne, Ouf, quoi. ça fait mal. Ouais, ça fait mal, mais à double titre, parce que c'est valable aussi pour l'enseignant. Oui, c'est ça. Et l'enfant qui, voilà, c'est dans les deux sens. Dans les deux sens. Et donc voilà. Et donc de démarrer en écoutant la souffrance de l'enseignant aussi, de lui faire prendre conscience que parfois il est violent, parce que c'est un mot fort, mais la violence, elle démarre parfois dans les rapports que j'instaure dans ma classe, et que l'enfant, prenant l'adulte comme modèle, ce qu'il voit, ce qu'il entend, il va le reproduire. Et donc forcément, ça peut avoir un impact sur des comportements violents chez des enfants qui vont choisir plus faible qu'eux, parce qu'ils ont compris les jeux de pouvoir. J'ai le choix, je suis ou sauveur, ou bourreau ou victime. Donc je choisis où je vais me mettre, et en fonction de ça, je vais instaurer des rapports de violence. Donc moi, c'est pour ça que la démarche, elle est globale, c'est-à-dire que oui, on parle de bien-être, mais derrière, ça va aussi avoir des effets sur l'ambiance de la classe, sur... Donc l'enseignant joue le jeu après, parce qu'il se rend compte que lui, son quotidien, il est quand même beaucoup plus simple à gérer. Comment ça se passe? Est-ce que ça fait écho à des choses que les Agora ont mis en lumière, ça? Ouais, tout à fait. Ouais, merci pour rebondir, merci, parce que effectivement, il y a quand on pose la question quelle action entreprendre pour le bien-être des enfants à l'école, on cible enfants. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans les classes pour les enfants, en oubliant qu'il y a des adultes en fait qui sont là pour s'occuper des enfants et qui sont derrière. Il y a les enseignants, c'est sûr, mais il y a aussi les parents. Il y a les animateurs quand on va dans un centre de loisirs, quand on va après l'école faire des activités sport, musique, art, etc. Et en fait, on s'aperçoit à l'Agora, ce qu'on a aussi mis en lumière, c'est que finalement, les enseignantes qui sont venues témoigner de ce qu'elles mettaient en place dans l'école ont témoigné aussi du fait qu'elles ont pris conscience à partir du moment où elles ont intégré ces choses. Donc, elles ont fait notamment des stages et formations de reconnexion à la nature, quand on parle de reconnexion à la nature, notamment avec Roland Gérard. Et parce qu'elles ont vécu ce que tu nommais cette expérience de nature, qui les a impactées énormément, ça a été une évidence derrière. Et donc, la question de ça va coûter de l'argent de le mettre en place, elle n'existe plus. Elles l'ont fait, elles l'ont mis en place. Il y a des associations de parents d'élèves. Il y a, alors après, il y a la méthode Colibri, comment on fait pour faire sans argent, et donc du coup comment on va se relier à des partenaires, à des structures locales qui vont venir aussi en soutien de l'école et des institutrices et des instituteurs. Les enfants ont des parents, les parents qui sont là, il y en a qui ont des métiers, il y en a qui peuvent être horticulteurs, donc comment on peut avoir accès à des arbres à des prix un peu moins élevés, comment on peut aller solliciter la mairie pour financer ou mettre à disposition un terrain pour non pas avoir une classe avec une cour bitumée, mais une cour avec de l'herbe, des arbres, etc. Et de la même manière qu'on va se reconnecter à la nature, là j'ai juste abordé le côté végétal ou animal avec des oiseaux, des moutons, des chèvres, si on peut, dans le verger. Il y a aussi la connexion à soi, en fait. Parce que la nature, c'est pas que l'extérieur, c'est nous aussi. Comment on se reconnecte à nous, comment on est à l'écoute de nos besoins. Et pour ça, il y a ce qu'on appelle la communication non violente de Marshall Rosenberg, qui dit bien que il y a la pyramide des besoins, mais aussi comment je vais réussir à savoir quel est mon besoin, quel est mon sentiment, quelles sont mes émotions. Si je suis en colère, qu'est-ce qui se cache derrière? Quelle partie de mon corps ça vient bouger, en fait? Et ça, on peut former des enfants, on peut amener ça dans l'école, ok, mais à partir du moment où les enseignants, animateurs, etc. ne sont pas connectés à ça, le message, il passe pas forcément. Donc, c'est vraiment une question de posture, comme vous disiez tout à l'heure. C'est d'abord comment nous, adultes, on change et on bouge pour que ces enfants à qui on enseigne, quand ils sortent de cette bulle, de ce cocon où on a réussi à instaurer le bien-être, puissent trouver une cohérence aussi
dans les autres endroits, dans leur environnement de manière globale, j'ai envie de dire, quoi. Ce qui est juste génial, c'est que quand on vous écoute, c'est un petit peu inquiétant parce qu'on se dit waouh, l'ampleur du chantier, l'ampleur des connaissances, des nouvelles approches, parce qu'on a été formaté à tout le contraire. Hein. Mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, il suffit de changer un tout petit peu pour que la répercussion sur l'autre, elle soit immédiate. Un tout petit peu. Et donc, chaque action qu'on va entreprendre avec soi va avoir des répercussions sur le bien-être d'autrui. Et pour ça, il y a pas, on parle même pas en semaine, hein. On parle en quelques minutes. En quelques minutes, ouais. Incroyable. Il suffit de nous-mêmes, en fait, changer notre posture. Et si vous êtes à l'écoute et vous observez votre environnement, quand vous bougez, que vous êtes aligné, cohérent et que vous agissez en conscience, autour de vous, de manière logique, ça bouge. Et vous le voyez, même avec des gens où ça peut être sur de la relation de conflit ou des difficultés, justement pour mettre ça en place. Non, je suis alignée, je suis droit dans mes baskets, j'y vais parce que je sais que c'est important, que c'est juste. Et là, ensuite, ça bouge et les choses se mettent en place. Oui. Alors, ça paraît simple quand je le dis comme ça. Mais voilà, c'est ce qu'on fait à Colibri, c'est ce qu'on essaye de prôner au quotidien. Les groupes locaux qui déclinent ces missions le voient bien. On les forme à la CNV, on les accompagne sur la formation gouvernance partagée, on les accompagne sur des techniques d'animation qui permettent l'intelligence collective. Et grâce à ça, sur les territoires, on voit qu'il y a des choses qui bougent, quoi. Il y a plein d'actions concrètes qui se mettent en place, que ce soit des ateliers de communication bienveillante ou communication non violente, que ce soit des ateliers de reconnexion à la nature, ça existe. Suite à l'Agora, on a, c'est quand même chouette, on a 3, ça s'appelle les tribus arc-en-ciel. En fait, on a une personne qui fait partie aussi d'un cercle, d'un groupe local Colibri en Vésubitiné, donc c'est dans les montagnes du 06, au nord de Nice, qui a été complètement impactée par le film L'autre connexion, qu'on avait diffusé lors de la première rencontre en novembre. Et qui est partie le dimanche matin. Elle a pas réussi à faire la fin de la rencontre parce qu'elle était tellement impactée. Elles étaient quelques-unes en larmes. Elles sont parties, elles avaient plein d'idées. Et quand elles sont rentrées, elles ont décidé de mettre en place ce qu'elles appellent les tribus arc-en-ciel, qui sont des groupes de personnes avec, sans enfants, qui décident une fois par mois de se retrouver dans la nature, dans la montagne, quelle que soit la météo, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse grand soleil, qu'il neige, sans téléphone, sans smartphone, sans jeu. C'est-à-dire qu'on vient pas avec ces jeux que ce soit des jeux coopératifs autres. Non. On est dans la nature, on passe une journée entière. Alors au début, ils étaient là, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? C'était pas si simple. Les enfants, bon, on s'ennuie, il y a rien. Et au bout d'un moment, ça a fait un espèce de tilt où ils ont commencé à faire des land art avec ce qui existe dans la nature. On commençait à se poser, à vraiment à jouer ensemble et en inventant des jeux à être plus créatifs. Et finalement, ils s'aperçoivent que une journée, ça passe très vite. Ils sont passés à une journée plus une nuit, du coup. Passer une nuit dehors, sans tente, sans rien, où on est vraiment à la belle étoile. C'est pas si simple et évident, quoi, de le faire, hein. Si on pose la question là, est-ce que tout le monde a déjà vécu une nuit à la belle étoile sans tente, hein? Avec une tente, potentiellement oui, mais sans rien. Voilà. Et sans peur. C'est une expérience intéressante, un auto-challenge. Exactement. Il peut y avoir du sens. Voilà, et donc là, ils le font, quel que soit l'âge, et ils s'aperçoivent qu'effectivement, ça les bouge et ça les impacte. Et ils reviennent chez eux avec ça, et ça prend de plus en plus d'ampleur, et ça, je trouve que c'est une petite action, mais qui a une importance énorme. Ouais, mais c'est ça qui est fabuleux chez le Colibri. C'est chacun fait sa part. Chacun fait sa part, mais si on coopère en plus après ensemble, c'est encore mieux. C'est vrai. Est-ce que ça fait écho pour vous, Angela, ce que le témoignage, les témoignages en fait de vos voisins? Absolument, oui, j'étais très sensible à ce que vous avez dit et en fait, bon, je fais partie d'une équipe de recherche, donc je suis apparemment du côté de la théorie, mais la théorie ne suffit pas. Et là, je veux dire que la pratique n'attend pas la théorie. Donc vous êtes la démonstration vraiment évidente que la pratique n'attend pas la théorie et que les théoriciens et les chercheurs doivent avoir l'humilité d'aller chercher du côté de la pratique pour voir que les théories la théorie ne suffit pas. Et de plus en plus, nous référons à la théorie de Francisco Varela, l'énaction, l'énactivisme, on pourrait dire, c'est-à-dire la conscience est toujours incarnée, la connaissance est toujours incarnée, est toujours couplée à l'environnement, est toujours émotionnelle aussi, et le réseau émotionnel est toujours relié au réseau cognitif. On peut pas les séparer. Même dans le cerveau, même si on te dit le cerveau limbique ou cette partie est plus liée à la rationalité, l'autre à l'émotion,
réellement, les neurologues n'arrivent pas à séparer les réseaux. Ils sont terriblement interreliés. Et nous avons proposé donc à la direction de notre université une formation d'une formatrice extérieure, donc qui a fait une formation d'apprentissage socio-émotionnel pour les enseignants. Et donc, je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que l'enseignant doit d'abord prendre soin de ses émotions pour ensuite entreprendre une attitude justement d'enseignement basée sur la non-violence, sur la transformation des émotions au plus profond. Et Je suis désolée. un mouvement. Ouais, il y a un petit mouvement là. On va laisser le petit mouvement parce que même nous, c'est vrai que ça nous perturbe. Venez, venez. Et il y a plein de chaises libres devant. Bah non, c'est normal. Il y a des places sur les côtés si vous le souhaitez. Il y a des chaises libres un peu partout au milieu. Approchez-vous, hein. On savait, hein. C'était risqué. On avait un doute, mais assez léger. Tout le monde est bien? On reprend? Ouais. Pardon. Oui, Angela, vous disiez. je prends l'idée justement de mes voisins qui ont parlé de bien-être, hein, par exemple. L'idée de bien-être, parler de bien-être n'est plus un tabou maintenant. On peut parler du bien-être à l'école ou à l'université. Bon, aux États-Unis ou dans d'autres, en Hollande, et en Bruxelles, en Belgique, et le bien-être est déjà quelque chose de très quotidien à l'université ou à l'école, mais c'est vrai qu'il faut revenir à cette idée de bien-être et nous avons créé un centre théorie et pratique du care, c'est-à-dire du prendre soin. Et ce centre qui regroupe plusieurs chercheurs de différentes universités françaises et aussi d'universités étrangères pense comment introduire le prendre soin de soi-même d'abord, prendre soin de l'autre, donc de l'étudiant, mais de la personne qui est devant nous, et prendre soin de l'environnement auquel dont nous faisons vraiment partie. Cette idée de bien-être est vraiment fondamentale. Et pour la transformation des émotions, nous sommes inspirés au livre donc Catherine Ware et Thich Nhat Hanh, Un prof heureux peut changer le monde. Qui est sorti l'année dernière. Un prof heureux peut changer le monde, avec beaucoup de pratiques à l'intérieur et de réflexion. Et le livre de Linda Lantieri, inspiré aussi du travail de Goldman, L'éducation émotionnelle de l'enfant. Et donc ces livres sur l'éducation émotionnelle, y compris le livre de Claes Boaert sur l'éducation émotionnelle aussi, qui est intéressant. Donc ces livres, c'est des outils en fait qui nous permettent aussi de nous transformer nos pédagogies afin de créer ce bien-être émotionnel et d'évaluer, c'est un mauvais terme, hein, mais nous ont obligés aussi d'évaluer, mais que l'évaluation puisse tenir compte de la dimension émotionnelle aussi. Est-ce que vous seriez partant pour une session de questions-réponses? Ouais. Parce que là, vous avez dit vraiment beaucoup de choses et je suis sûre qu'il y aura plein de questions dans la salle. Alors, je vais changer de micro, descendre dans la salle et j'espère que vous avez noté vos questions. Merci beaucoup. Oui. Merci. Dernière question? J'arrive. Ah oui, ça va être plus dur que d'habitude. Ça peut être facile. Bonjour. Merci pour tout ce que vous avez dit. C'est très inspirant, notamment les journées ici. Et moi, en tant que professeur des écoles, ça donne envie de faire plein de choses. Ce qui est difficile après à voir concrètement dans la classe, c'est que nous-mêmes, on est dans un système, comme vous disiez, et qu'on doit rendre des comptes et qu'il y a des obligations qu'on doit faire, par exemple les évaluations nationales, par exemple remplir le livret de compétences.
par exemple, suivre les programmes, faire une progression. Et du coup, on a tellement envie de faire plein de choses comme j'essaie de faire déjà les méditations, les ateliers philo, etc. Mais après, faut rattraper toutes les autres compétences qu'on nous demande. Par exemple, voilà, le français, les maths, tout ce qu'on doit faire en histoire, en géographie, avec les élèves. Alors c'est sûr que la pédagogie de projet, ça permet de faire des liens, mais voilà, c'est concrètement des fois il nous manque de temps et les programmes sont tellement lourds que comment faire pour le bien-être à l'école, quoi. Voilà, concilier les deux. C'est quoi la question exactement? Oui, je voudrais dire quelque chose rapidement parce que je permets aussi à mes collègues de répondre. Je pense que quand une situation de bien-être est installée, par exemple le travail sur les émotions des enfants, il y a une ouverture intellectuelle tellement forte que l'apprentissage se fait d'une manière beaucoup plus rapide. C'est l'ouverture du cœur, l'ouverture vraiment, l'ouverture de l'attention. Voilà, on n'a pas parlé d'attention, hein. Mais cet entraînement attentionnel auquel vous pensez quand vous faites ces ateliers avec vos élèves, les met dans les conditions d'apprendre beaucoup plus rapidement et donc de suivre finalement le programme. Donc c'est un plus, je pense. Oui, c'est les travaux de Peter Gray, hein, c'est sur la liberté qui libère l'apprentissage en fait. Pour vous répondre, effectivement, si à un moment donné, je prends du plaisir déjà à venir à l'école et que je mets en place des choses qui vont me permettre d'être dans le plaisir et que derrière, je donne du sens à ce que je vais faire parce que ce qui manque parfois, c'est aussi le sens. On s'aperçoit que la motivation et l'engagement chez les élèves est exponentielle. Et donc, à partir de ce moment-là, les apprentissages se font de manière plus fluide, de manière plus rapide et donc on ne perd pas de temps. On ne perd pas de temps, au contraire, on en gagne. Mais en fait, ça fonctionne aussi chez les adultes. Oui. Souvent, on pense pour soi, on oublie que ça marche pareil pour les enfants. Si on reçoit une situation qui est stressante, on est beaucoup moins disponible pour intégrer les choses, quoi. Ça marche pour nous. Le jeu fonctionne aussi très bien chez les adultes et on oublie que c'est essentiel chez les enfants. Enfin, c'est juste pareil, quoi. Moi, ça me faisait penser à Céline Alvarez, là, ces interventions qu'elle fait en ce moment. En fait, je crois qu'elle nous invite un petit peu à nous émanciper des programmes, hein, et à dire que le programme, il se fera bien si les enfants sont bien, quoi. Donc voilà, le programme se fera bien si les enfants sont bien. Elle dit mettre la charrue derrière les bœufs. Ça se fait souvent dans l'agriculture. On met très très souvent la charrue derrière les bœufs et ça marche en fait. C'est bien. Donc la pratique avant la théorie, hein. Est-ce que Ouais. vous vouliez rajouter un Moi, mot? je veux bien rajouter Oui, un Marie-Hélène. témoignage d'institutrices en fait qu'on a eu qui donc lors de l'Agora, qui effectivement ont les mêmes problématiques de remplir les programmes et en fait elles essaient d'allier finalement à la fois des sciences, des mathématiques. En fonction de ce qui arrive. Un exemple qu'elle nous a exposé lors d'une rencontre, c'est un élève qui arrive avec une mue de serpent. Ça chamboule totalement son programme du matin, mais elle dit c'est pas grave, il arrive avec une mue de serpent, donc là je vais pouvoir commencer à approcher sur la biologie. On va utiliser des maths pour le mesurer. Enfin voilà, et après elle fait une petite tambouille comme ça. Donc c'est vrai que sur le coup c'est peut-être pas intuitif, mais je pense que à force, si on se dit on arrive à associer les matières et puis à faire aussi à s'adapter avec ce qui arrive et l'accueillir, les enfants effectivement ils ont carrément expérimenté et puis c'est pas on mesure, c'est pas combien de gouttes sont nécessaires si le débit de ma baignoire est à temps pour remplir la baignoire, quoi. C'est j'ai quelque chose de concret. Et du coup, il y a plusieurs expériences comme ça qu'elle nous a exposées. Moi, je pourrais pas toutes les raconter, mais c'est vraiment allier les matières. Et en alliant les matières, du coup, avec de l'expérience, ils apprennent parce que le fait de voir, c'est beaucoup plus l'apprentissage se fait mieux en fait. Oui, n'hésitez pas, hein, Oui, vous pouvez rebondir, pas de problème. Maintenant, faut plutôt prendre des douches maintenant. Enfin, c'est pour des raisons écologiques, on pourra en parler plus tard, mais c'est plutôt, faut arrêter un peu les baignoires, hein, voilà. Ok. Enfin, en faire moins de baignoires. Non, mais c'est Ouais. vrai. D'un point de vue écologique, Vous pouvez pas on laisser continue passer ça, de faire quoi. des manuels scolaires avec des baignoires. Comment voulez-vous qu'on leur dise qu'ensuite il faut qu'ils prennent des douches?
Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, là. Alors, je sais, ici, là. Il y en a une Allô, d'abord. pardon, excusez-moi. Moi, je m'appelle Nathalie, je suis maman de 4 enfants. J'ai voyagé un peu partout dans le monde, pardon, non, pas partout dans le monde. J'ai été au Canada et en Angleterre, 2 ans au Canada, 6 ans en Angleterre. Au Canada, j'ai fait les écoles françaises de l'étranger. En Angleterre, j'ai fait les écoles européennes, j'ai étudié les écoles internationales et j'ai fait l'école anglaise. Ici en France, j'ai fait les écoles d'application, j'ai fait les écoles système international au niveau maternel, collège, primaire, lycée. Donc j'ai fait non 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 ah mais non en tant que mère de famille. Donc j'en vois tous les défauts et je suis aussi capable de rectifier ce que je fais à chaque fois que je peux le faire. Je rectifie tous les défauts. Ce que vous êtes en train de dire, c'est super, c'est génial. Elle est où votre école? Non, mais sérieusement, moi j'ai aujourd'hui quelqu'un qui me demande, un politique qui me demande de créer une école, qui m'a donné carte verte pour créer une école de l'eau. Ce que je vous propose, c'est de passer j'ai oublié de vous dire, j'ai aussi fait l'université d'été des enseignants, très très instructif, extrêmement instructif. Donc je suis très très curieuse, j'aime beaucoup fouiller dans les systèmes éducatifs. J'aime beaucoup. C'est pour ça que je suis ici. Hein. J'ai des enfants qui sont 10, qui sont 10 orthographiques, qui sont 10 plein de choses, qui voient le monde différemment. J'aimerais bien leur faire une école à la hauteur. C'est quoi l'école de l'eau? L'école de l'eau, c'est au fil de l'eau. C'est on prend tout ce que vous êtes en train de dire et on va au fil de l'eau et on construit quelque chose qui aille du début à la fin. Parce que vous avez tous ici une vision, vous avez tous des outils. Vous êtes des merveilleuses ampoules sur une des ampoules les unes à côté des autres de couleurs. Mais il vous manque un truc, il vous manque la guirlande qui va allumer le tout. Et la guirlande, je pense que c'est construire une école, une vraie. Et après tout, le ministre, il a dit quoi? Il a dit construisez des écoles. Ben on va en construire une. Si ça vous dit, moi, je peux vous organiser un atelier. J'étais consultant en organisation, donc je sais mettre les gens autour d'une table et je sais faire en sorte que on réalise un rêve. Donc je suis prête à le faire. Je vous propose. Vous êtes dans quelle région? Ah, je suis ici, mais l'école, mais on peut très bien monter une à Montpellier. Hein. Mais l'école qui a été proposée, là où on m'a proposé de la monter, c'est à Aix-les-Bains. Je crois que c'est Aix-les-Bains. Enfin, c'est juste à côté d'un lac, donc c'est parfait pour une école de l'eau. Et je suis prête à la monter. Par contre, je vous préviens, moi, je suis pas enseignante, je suis mère. Hein. Ma compétence, elle est absolument pas dans ce que vous faites. Moi, tous les jours, je les éduque. Tous les jours, je leur montre la relativité dans le tram. Donc, effectivement, j'ai une vision du monde qui est assez particulière. Je veux bien vous aider à monter votre école. Je veux bien vous faire un plan d'action pour votre école. Et à partir de là, on va voir les politiques, on fait les trucs ensemble. Merci. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Pour tous ceux qui ont envie qui sont partants pour votre aventure, que je trouve super, peut-être vous pouvez... À l'entrée, j'ai laissé à l'entrée, comme mon fils voulait absolument pas mettre le bracelet. Ah oui, si vous voyez un petit garçon, lui là. Si vous voyez un petit garçon sans bracelet, c'est le mien, c'est Nathalie, d'accord? Donc vous saurez maintenant que c'est le mien. Il a pas de bracelet, il a pas de numéro de téléphone, mais il supportait pas, donc je lui ai fait enlever. Bah oui. Donc vous savez que c'est le mien, c'est tout. Maintenant vous savez qui est la mère. L'essentiel, c'est de le respecter dans son désir. Voilà, donc dans la différence. Alors une dernière chose, j'espère que dans vos écoles, on parle plusieurs langues parce que les miens sont bilingues. Et j'espère qu'il y a d'autres ouvertures que les langues, parce que j'ai aussi appris en étant sur les systèmes internationaux qu'il y avait quelque part dans les pays norvégiens, etc., des gens qui avaient sorti des thèses et qui disaient clairement, il faut que l'enfant soit éduqué dans sa langue maternelle parce que ça lui permettra de retrouver ses racines, ça lui permettra de construire ses racines, ça lui permettra de construire avec ses grands-parents. Une dernière chose, les racines, c'est vachement important. Et puis l'eau, ça a une faculté, c'est que ça mène à toutes les religions. Donc un enfant, il n'a pas besoin d'avoir de religion tout petit, il a besoin d'avoir une laïcité, il a besoin d'avoir une unicité, il a besoin d'être reconnu, il a besoin d'être individualisé, il a besoin d'être inclus, quelles que soient ses différences. Merci beaucoup. Je suis Voilà. désolée, mais il y a plein d'autres questions. Il faut passer le micro. C'est adorable. Merci beaucoup. Vous avez mon numéro de téléphone à l'entrée. À l'entrée pour... Vous n'hésitez pas à m'appeler, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Il y a une question juste là. Merci.
Bonjour. Alors moi je suis professeur des écoles aussi. Professeur des écoles, on entend. Ouais, professeur des écoles aussi Gardez depuis. bien le micro tout près, sinon on vous entend pas ici. Professeur des écoles depuis pas très longtemps, 4 ans maintenant. Bon avant ça j'étais éducatrice sportive et donc j'ai beaucoup baigné dans le domaine du sport. Et donc pendant mes 3 dernières années là j'ai réussi après plusieurs lectures de différents ouvrages et des formations avec l'ICEM 38 donc en pédagogie freinée. Moi je suis dans le Nord-Isère. J'ai réussi vraiment à monter beaucoup de projets, jardin pédagogique, escalade, vélo, 1 journée par semaine à l'extérieur. Et là, cette année, j'ai la direction du coup d'une petite école de 4 classes et j'ai vraiment envie de construire quelque chose avec l'équipe. Et concrètement, voilà, elle me voit faire des choses qui sont complètement différentes de ce qui est déjà mis en place dans l'école. Vraiment ouvrir l'école aux parents, les faire rentrer, mettre en place des ateliers, créer le jardin, faire venir la mairie pour mettre en place plein d'actions. Mais tout ça, c'est vraiment extraterrestre pour elle. J'ai vraiment du mal à... Moi, je me dis que leur montrer, c'est la meilleure des choses. Ça sert à rien d'essayer de les convaincre. Mais concrètement, j'aimerais vraiment faire venir quelqu'un dans l'école. Parce que la meilleure des choses, c'est de pouvoir expérimenter, toucher. On demande de faire ça aux enfants, mais nous aussi, on a besoin de voir. Moi, c'est vraiment en voyant, en remplaçant des collègues en pédagogie freinée ça m'a donné envie de continuer. J'ai eu vraiment des outils concrets à mettre en place. Et voilà, quel organisme, qui on peut contacter dans le Nord-Isère pour... voilà, je suis vraiment motivée. Je sens qu'il y a une équipe qui est motivée. Mais voilà, pour elles, ça fait 20, 30 ans qu'elles enseignent. Elles ont du mal à se décrocher de leur routine. Comment passer de l'autre côté de la barrière pour qu'elles aient envie aussi de me suivre dans cette dynamique Ça pourrait être le réseau des colibris qui intervient? Dans le Nord-Isère, vers Grenoble. C'est une très bonne question. Il y a alors le réseau des colibris où on était partenaire sur l'Agora des colibris avec le Printemps de l'éducation. Et le Printemps de l'éducation, il y a une plateforme en ligne qui s'appelle monprintemps.org qui permet justement aux différents cœurs de métier qui touchent à l'éducation de pouvoir se connecter, se poser des questions, échanger des pratiques, etc. Après, il y a alors via les colibris, il y a aussi les enseignantes qui ont fait partie de l'Agora, qui potentiellement peuvent être des ressources de témoignages, retours d'expérience. L'école que j'expliquais tout à l'heure, elle est à Montauban, il y en a une à Tarbes, l'école des Cloutiers où ils mettent en place beaucoup d'initiatives et notamment Sylvie Boisgéraud qui est dans cette école a monté avec Roland Gérard qui est juste à ma droite là, une formation pour les enseignants justement pour se reconnecter à la nature. Donc elle, pour aussi aller dans le sens de l'éducation nationale parce qu'il y a des écoles, il y a déjà un système. Donc effectivement, soit on crée d'autres écoles, soit on essaye aussi de changer par la base. Il y a des formations à la pédagogie de coopération, il y a ces formations à la reconnexion à la nature. Elles se forment en atelier Montessori, Freinet et en fait elles font leur tambouille. Et ça, on est d'accord que c'est en dehors de... Parce que moi, c'est vrai que moi, je me forme sur mon temps personnel. L'ICEM, on a demandé à ce que ce soit reconnu dans nos formations des 108 heures. On a rencontré l'IA à Grenoble. Ils ont rencontré l'IA à Grenoble, ça n'a pas pu se faire. Donc, ouais. Pour l'instant, c'est effectivement pas intégré dans les catalogues de formation des enseignants. Et du coup, dans l'Agora, on a abordé ce sujet de se dire justement quelles sont les suites de cet atelier et qu'est-ce qu'on pourrait faire bouger comme ligne pour faciliter la mise en place de toutes ces actions dans les écoles. Donc il y a ce point formation. Et c'est quoi le nom exactement? Vers quel organisme il faut se rapprocher? Pour être en lien avec ce qui est en train de se mettre en place pour l'instant, moi avec l'Agora des colibris ou le Printemps de l'éducation, mais c'est pour l'instant on a créé un comité de pilotage qui va essayer d'aborder les 3 points que je vous ai proposés: coordonner le réseau, faire l'inventaire de ce qui existe, promouvoir l'éducation et au milieu de la partie inventaire pouvoir ensuite se dire qu'est-ce qu'on propose et comment on le propose. Et donc il y a le volet formation et essayer de faire financer ces formations par l'éducation nationale ou tout du moins de les faire reconnaître. Voilà. Roland, tu voulais Mais pour l'instant on n'est pas encore là. Hein. Ouais, je voudrais rebondir parce que c'est très précieux ce que tu portes là, puisque tu portes un désir de faire quelque chose et j'entends la dimension territoriale en plus de pas rester. Et puis le mot parent, je suis vraiment ravi que ce mot parent apparaisse là parce que il faut vraiment jouer avec les parents parce que ils attendent que ça les parents quoi. Et l'intervenante précédente parlait de créer une école, mais cette école elle existe.
Je veux dire que elle existe, elle est en France. Aujourd'hui en France, il y a plus d'une centaine d'écoles hors contrat qui se créent, écoles associatives. Il y a des représentants ici, j'en ai chez moi, d'écoles de ce profil. Et on est en train de créer une école. Hein. On est en train de créer une école de la transition. J'ai fait un petit article qui s'appelle comme ça, École de la transition. Vous pourrez le trouver sur Internet. Et l'idée là maintenant, je pense que c'est la communauté. Regardez les cantines bio. 100% des cantines bio qu'on a, on le doit à des initiatives de terrain. Ce sont des mamans, ce sont des papas, ce sont des enseignants, des responsables de collectivités qui disent que les enfants mangent sainement, c'est fondamental. Mais bien sûr, c'est fondamental que les enfants mangent sainement, qu'ils se nourrissent sainement. Donc on parle bien de la même chose, on parle d'une nourriture, même si c'est une nourriture un peu moins matérielle, là on parle de nourriture aussi. Qu'est-ce qu'on leur donne à nos enfants? Voilà, qu'est-ce qu'on leur donne? Et c'est de ça qu'on parle. Et donc il y a au même titre que la cantine bio s'est créée pas d'une personne, mais d'un désir et de quelques désirs, et après d'organisation et d'énergie. Donc ça veut dire que dans les territoires aujourd'hui, il faut inventer cette communauté éducative. Il y a une communauté éducative qui est constituée des parents, qui est constituée des enseignants, qui est constituée de responsables des collectivités locales, qui est constituée d'acteurs associatifs. Ce sont des gens qui ont la fibre pour l'éducation, comme il y a des gens qui ont la fibre pour l'alimentation ou l'énergie ou peu importe, ou la permaculture, mais peu importe. Et l'essentiel, c'est qu'on se retrouve. Et donc, faire des rencontres, initier des rencontres autour d'un événement, créer un événement petit, surtout pas le surdimensionner, mais créer la possibilité aux gens de se rencontrer, de se parler, d'être ensemble, de faire des petits groupes, grands groupes, d'élaborer ensemble, et puis de voir ce qui va arriver. Parce que déjà, quand on a fait ça dans un territoire, on a déjà secoué le cocotier, quoi. On a fait que des gens vont en entendre parler. C'est une ouverture. Il y a des gens qui attendent que ça à 20 km de chez toi, j'en suis certain. Oui, il nous faut le micro. Je voulais juste rebondir par rapport aux compétences ou la hiérarchie. Hier, j'étais en formation des directeurs et en grattant un peu avec l'IEN, je me suis rendu compte que eux, ils ont aussi, je pense, au fond d'eux, cette volonté de vouloir aller par là. Et ils sont eux-mêmes, je pense, bridés par un discours qu'ils doivent aussi partager. Mais au bout de 10 minutes, il a changé son discours et on a fini par parler pendant 1 heure de la possibilité de mettre en place des marchés des connaissances dans son école, de faire venir des intervenants, de travailler avec des maraîchers en sol vivant. Enfin, moi, mon conjoint est maraîcher en sol vivant, donc on a réussi à parler de ça avec un IEN qui avait au départ un discours très bridé, très officiel, très professionnel, enfin entre guillemets. Et en grattant un petit peu et en restant finalement humain, dans le grand sens du terme, et ben on a réussi à aller au fond de ces projets. Donc je pense qu'il faut pas se brider par cette hiérarchie. Il faut, dans nos rencontres avec nos IEN, faut ouvrir son cœur et puis essayer d'aller au fond du problème. Et on a quelqu'un en face de nous qui est humain et qui va nous aider à monter ces projets. Voilà. Moi, au début, j'avais très peur de mon IEN et là, on a une IEN super en Nord-Isère qui nous accompagne vraiment. Et j'encourage les nouveaux enseignants à essayer de sortir un petit peu de ces sentiers battus, tout en gardant un langage qui est entre guillemets normal dans l'éducation nationale, parce qu'on a quand même un discours entre guillemets à porter. Mais oui, construire des écoles alternatives, moi je suis pour. J'ai des amis qui l'ont fait, j'ai des enfants d'amis qui y sont, mais je pense qu'on est beaucoup d'enseignants, beaucoup de nouveaux à vouloir porter ce nouveau discours et c'est possible d'essayer de changer ce côté-là. Ça va être dur, mais c'est possible. Oui, pratiquer la langue girafe, quoi. Est-ce que vous voulez compléter? Je voulais justement rebondir sur cette idée de continuer à l'intérieur du système à changer, et le changement viendra dans le long terme par imprégnation, justement avec les actions dont vous avez parlé, mais aussi par notre pratique. Donc nous sommes quand même dans une époque de grands changements. La révolution numérique a été comparée à l'invention de l'imprimerie à la Renaissance. La crise écologique aussi nous met face à des défis énormes. Donc, plus l'époque comporte des grands changements, plus il y a des tensions dans l'éducation, des tensions entre nous, nos collègues, la hiérarchie, etc. Donc, il y aura des tensions, c'est sûr. Mais c'est ces tensions qui sont apparues dans l'histoire, toujours quand il y a eu des changements. Socrate, condamné à mort,
et Giordano Bruno condamné au bûcher, et ainsi de suite. Donc, c'est des époques charnières. Il faut assumer et maintenir l'endurance, maintenir la vigilance aussi sur le changement. C'est très joli ce que vous venez de dire, merci. Tu veux compléter, Marie-Hélène? Je veux juste rajouter, en fait, il existe, pour aller dans le même sens de ce que tu dis, il y a des inspecteurs d'éducation nationale qui sont favorables et qui soutiennent. Donc ça existe, ils vont pas forcément le crier sur les toits, mais nous, les initiatives dont on a entendu parler, elles sont soutenues par les inspecteurs de l'éducation nationale. Et il faut savoir aussi qu'il y a une directive qui est sortie cet été de l'éducation nationale qui va en faveur de la connexion à la nature, enfin du développement durable, de l'éducation à la nature. On peut se dire que c'est quelque chose de voilà, que c'est un titre, qu'est-ce qu'on y met derrière, mais en tout cas c'est une première porte d'entrée pour pouvoir se glisser dedans et puis aller dans le sens de ce que mettent en place ces enseignants et inspecteurs. Des inspecteurs de l'éducation nationale, il y en a même qui traînent là. Est-ce que vous voulez rebondir? Vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais juste rebondir et vous faire part de mes réflexions. Peut-être on va l'avoir ensemble. C'est que donc moi je suis professeure des écoles et je suis aussi maman d'une petite fille qui vient de rentrer à l'école. Et mes questionnements en ce moment, c'est donc moi je vais tout faire pour une nouvelle école et je vois qu'en effet il y a beaucoup de monde qui sont pour une nouvelle école, du bien-être, etc. Et ce qui est difficile en tant que maman, c'est de voir est-ce que dans le parcours scolaire de mes enfants, ils vont rencontrer des gens qui sont dans cette dynamique. Et s'ils ne rencontrent pas des gens qui sont dans cette dynamique, ça va être très difficile pour moi et je sais pas comment je vais faire. Est-ce que je vais la récupérer instruction à la maison? Est-ce que je vais chercher une école alternative? Mais autour de chez moi, pour l'instant, il n'y a pas ce qu'il faut. Et du coup, je sais pas comment faire. Moi, je voudrais vraiment vous remercier. Ce que vous dites, c'est clé parce que quand on est parent, on culpabilise de se poser ces questions-là en se disant est-ce que enlever mon enfant de l'éducation nationale parce que on tombe un peu, c'est la loterie aussi, c'est pas aller dans le sens du vrai changement profond. Donc, ce que vous dites en tant qu'enseignant et parent, vraiment merci, ça fait du bien, quoi. Merci. Vous vouliez poser une question ou c'était juste un retour d'expérience? Savoir, voilà, c'est ça. C'est des réflexions. Vraiment, merci. Est-ce que vous voulez poser des questions? Ouais, là? Prenez le micro. On va essayer de vous le faire passer. Je sais que c'est pas facile aujourd'hui, on est un peu en concentré. Bonjour, désolée, je m'excuse, je suis pas française, alors mon petit accent, voilà. Ça va. Et ma question, c'est surtout, je vois un vrai décalage. Je viens de Colombie, dans lesquelles on a un enseignement plutôt américain plutôt qu'européen. Et déjà, c'est la différence qu'il y a dans les discours dans les écoles et avec les parents. Ça veut dire, on parle bien des cantines bio, mais quand les enfants partent au goûter, ils prennent un Coca-Cola et voilà. Et voilà, à la maison, on prend des choses qui normalement sont contre-sens à l'école. Et on parle beaucoup sur l'éducation à l'école, mais les parents, comment est-ce qu'on fait la liaison entre cette éducation, ce changement qu'on fait à l'école pour avoir un lien permanent ou être consistant à l'éducation qu'on fait avec nos enfants à la maison. Ouais, c'est une vraie question, là, la relation entre ce qu'on voit à l'école et ce qu'on voit à la maison, dans un sens comme dans l'autre, hein, parce qu'il y a aussi l'inverse. Oui. Est-ce que vous voulez répondre, Janie? Merci pour cette question. Moi, je vais répondre globalement aussi à ce qui a été dit avant. Antoine de la Garandrie dit une phrase que j'aime beaucoup, l'évolution, c'est une révolution sans en avoir l'air. Et donc, effectivement, vous le disiez, on est à une période charnière, c'est-à-dire qu'il y a plein de changements. Et donc, quand il y a des changements, il y a des crises, c'est bon signe, mais ça bouscule, ça remue, ça secoue, ça prend du temps. Mais en tout cas, c'est en marche. Et donc, on peut choisir d'être dans la marche ou de regarder passer le train. Et donc, pour les parents, c'est pareil. Donc, effectivement, nous, quand on accompagne les parents, on va mettre en place, par exemple, des ateliers de parentalité joyeuse parce que être parent, franchement, c'est pas toujours simple. Il y a une grosse pression, il y a de la culpabilité, enfin voilà. Alors moi je vis pas ça, j'ai des amis, je suis pas maman mais j'ai des amis qui le sont et donc elles me racontent tout ça et donc du coup ça me donne pas envie d'être maman, vous voyez, parce qu'à chaque fois je me dis oh là là mais en fait c'est horrible. En fait c'est horrible. Donc je me suis dit je vais créer des ateliers de parentalité joyeuse parce que moi comme je suis pas parent, bon j'ai encore ça, la joie, tout ça et et je me suis dit que peut-être j'allais pouvoir les aider
Et donc, mais c'est ça, c'est aussi à un moment donné se reconnecter juste à la joie et de passer des bons moments et d'avoir un espace de parole et d'écoute où je peux dire des choses horribles sur mes enfants sans être jugée et voilà et de trouver des voilà et effectivement on ne peut pas parler d'éducation sans créer du lien dans toutes ces sphères. Sinon, on ne crée pas de cohérence. Et je pense que les enfants ont besoin de cette cohérence pour être sécure. Une fois qu'on est sécure, on est serein et on avance. Quel que soit l'endroit où l'on se trouve, quelles que soient les conditions extérieures, l'environnement, on a une assise. C'est en psychologie, on parle de ça. On a une assise qui fait que, oui, on sera chahuté parce que la vie chahute, hein, sinon c'est pas la vie, c'est la mort. Voilà. Mais la joie, la reconnexion à la joie, quand on est parent, je pense que c'est primordial. Enfin, en tout cas, moi, c'est la solution que je propose aux parents qui me croisent. Voilà. C'est joli, ça. Finir par son intervention par le mot joie, c'est pas mal. Vous voulez dire quelque chose? C'est que les enfants, quand ils apprennent quelque chose, ils ont envie d'enseigner aux adultes. Tout de suite. Donc, j'ai l'expérience de certains collègues qui sont dans le primaire, justement, qui m'ont dit, donc j'ai appris aux enfants la relaxation, tout ça, et après, chez eux, ils amènent les pratiques dans leur famille. Donc, beaucoup de choses qui sont faites avec les enfants amènent les enfants à être eux-mêmes les professeurs. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Ouais, justement, ça fait penser à un livre d'Émilie Carle qui s'appelle La soupe aux herbes sauvages, une instite des Hautes-Alpes. Et c'était le début des pratiques d'hygiène, de laver les mains avant le repas, etc. Et les enfants ont appris aux parents à se laver les mains avant le repas, etc. Et donc on est dans la même histoire. Alors je voulais te dire hier. Juste, je vais rebondir sur ça. Même la pratique du français comme étant la langue de notre pays, elle est passée par les enfants. Elle est passée par l'école. Ouais. Hein. Hier, j'ai eu un animateur un peu politique d'une petite ville qui comptait sur moi pour animer un moment où il va réunir la population pour parler des élections de 2020 parce que c'est les municipales, etc. Voilà les sujets. Et puis il me dit on voudrait traiter 3 sujets, on voudrait faire 3 groupes. Il y aurait un groupe urbanisme, un groupe transition, et puis un groupe je sais plus quoi. Un groupe. Et je lui dis mais t'as pas pensé éducation, culture, on était entre hommes, hein. Au fait, t'as pas dit que les hommes pouvaient poser des questions aussi, tu veux dire? Et donc, ça veut dire ça, si on crée le débat dans le territoire autour de la question d'éducation. Je reprends le parallèle avec la cantine bio. On a créé un moment aujourd'hui, il y a le mouvement des coquelicots qui est extraordinaire. J'espère que tout le monde a signé l'appel. Nous voulons, chacun fait ce qu'il veut, attention. Hein. Mais vous espérez quand même. Mais si, mais quand même. Bon. Je fais le parallèle avec les cantines bio. Ça s'est passé parce qu'il y a eu de la parole entre des gens. Et donc, c'était cette évolution, ce changement complètement de l'éducation. Eh bien, il arrive quand on se parle, quand on arrive à se parler. En fait, il faut arriver à se parler, quoi. Et quand on arrive à se parler sur un sujet, eh bien, dans le territoire, ça peut changer, quoi. Et rien que ça. Cette petite chose-là, c'est-à-dire que cet atelier, ce 4e table qu'on aura dans ce moment, qui sera, j'espère, qui va valider, consacré à l'éducation et à la culture, et aux associations et aux relations sociales, etc. Parce que tout ça, ça va ensemble. Parce que l'enfant, il va bien s'épanouir si le tissu social est vivant, quoi. Je crois qu'on peut parler de vie et de mort, comme tu dis, hein. Je veux dire, si le tissu social est vraiment vivant, et si les gens se parlent, et s'il y a de la confiance entre les gens, s'il y a de l'amitié, de la convivialité, eh bien, voilà, l'enfant se sent beaucoup mieux, il est sécure, et s'il est sécure, eh bien, il va aller grappiller partout des nouvelles connaissances. Il y a encore une dame qui veut la parole. C'est merveilleux, toutes ces questions. On va vous passer. Je vais juste dire un petit truc. Moi, j'ai fait des études de bio et il y avait de la génétique des populations. Et en fait, dans ce que tu me dis, ça m'a fait penser à ça. En fait, chacun de nous, on est constitué d'une part de génétique. Et notre phénotype, c'est qui on est. C'est à la fois la génétique transmise par les parents, mais aussi à la fois ce que transmet l'environnement. Donc, si on veut être heureux et dans le bien-être, effectivement, c'est quelque chose de plus global que uniquement soi, quoi. Oui, je Oui. vous en prie. Moi, je suis dans la pensée positive, je suis coach, mais je suis entourée, je suis sur Paris, je suis entourée de professeurs des écoles et professeurs qui vivent beaucoup de difficultés parce que vous disiez et si, mais il y a beaucoup de si.
Et donc, dans certaines zones, il y a vraiment les personnes sont démunies, les professeurs, les parents. Il y a des difficultés à créer de la cohésion de groupe parce que la question d'éducation, elle passe après un problème de mal-être, quoi, dans beaucoup de familles et beaucoup de quartiers. Et c'est compliqué de parler de positif, quoi. Donc comment faire justement pour amener dans ces quartiers de l'espoir et puis ne serait-ce que des petites idées qui font que on va retourner la situation du négatif au positif. C'est vrai que moi je suis coach et finalement là on est tous concernés, on veut tous que nos enfants vivent bien, mais tous ceux qui en ont le plus besoin sont peut-être pas là. Et à chaque fois, on me dit: «Oui, mais toi, t'es coach, tu guéris des gens qui, à la rigueur, en ont besoin, mais pas tant que ça. Ceux qui en ont vraiment besoin, ils viennent pas». Non, c'est intéressant parce que c'est vrai que quand dans une classe, on a une petite fille dont le papa est en prison, un petit garçon dont les parents sont réfugiés et qu'on a scolarisé, mais ils vivent à moitié sur le périph'. Quand on a des situations comme ça qui se multiplient par le nombre d'élèves, c'est sûr que parler de positif, c'est compliqué. Comment on fait? Vous voulez répondre? Juste un mot. Ça me fait penser à une expérience que je viens de vivre. J'étais à Pontivy avec la bascule il y a quelques semaines. Et dans le travail qu'on a fait, à un moment donné, on a fait des petits groupes et on s'est dit ses peines. C'était la première journée, c'était la journée, le sujet c'était de se rapprocher les uns des autres, de mieux se connaître, etc., de se rapprocher les uns des autres. Et à un moment donné, le facilitateur nous a proposé de faire des petits groupes de 3. Et qu'est-ce qui nous faisait vraiment de la peine aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous faisait? On était vraiment sur le registre de la transition écologique et tout ça. Vous voyez bien, tous ces jeunes, faut qu'on pense à eux aujourd'hui, hein, qui étaient hier dans les rues du monde. C'est quand même un événement énorme qui est en train d'arriver. On peut pas ne pas évoquer ça aujourd'hui quand on parle d'éducation. Et eh bien, le fait de se dire ses peines d'un petit groupe de 3 personnes qui ne se connaissent pas, eh bien, ça nous rapproche énormément les uns des autres. Bon, faut que ce soit bien conduit, hein, comme tout ce qu'on fait quand on fait de la facilitation, mais ça nous rapproche beaucoup les uns des autres. Dire ses peines, dire ses joies aussi, pour reprendre le terme. Des questions de peine, c'est pour ça. Ouais, bien sûr. Mais quand on veut évidemment inverser la balance, c'est bien de pouvoir aussi les formuler, ces joies. Le cerveau est très malléable, il aime bien qu'on lui rappelle qu'on est heureux. Oui, je suis très sensible à ce que vous venez de dire sur le mal-être social, on pourrait dire, qui est dans les familles et qui se reflète parfois dans les classes. Et nous avons un étudiant prisonnier. Il est enseignant dans le domaine de l'enseignement à distance. Nous pouvons délivrer des cours aussi aux étudiants qui sont en prison. Donc là, nous avons visité cette prison. Nous avons vu quelles étaient les conditions d'études qu'il pouvait avoir cet étudiant. Et il y a eu de très beaux échanges avec les professeurs qui s'occupent de cet étudiant en prison. Donc, c'est possible. Maintenant, il est en 3e année de licence et il continue sa scolarité avec très, très bonnes notes parce qu'il veut s'en sortir. Il veut que son cerveau s'occupe d'autre chose que de penser uniquement à tout ce qui se dit dans la prison autour des peines, disons. Ça, c'est un exemple. Mais l'autre exemple, c'est aussi que l'enseignant doit tenir compte également de ce domaine, de tout ce qui est le contexte social de l'étudiant. Par exemple, l'étudiant chez nous, à Paul Valéry, il y a des étudiants qui n'ont pas d'argent pour manger. Est-ce que l'enseignant doit faire semblant comme si tout va bien? Il peut pas. Parce que cet étudiant, il va être là, il va peut-être s'évanouir un jour parce qu'il n'a pas de quoi manger, mais il sait pas qu'il y a une assistante sociale qui peut l'aider. Donc, il y a des moyens qui sont mis en place à l'université, les mercredis en particulier par le Secours populaire, l'assistante sociale, le service des étudiants handicapés. Il y a plein de services sociaux qui peuvent aller répondre parfois aux exigences des étudiants, auxquels nous, en tant qu'enseignants, ne pouvons pas répondre à l'immédiat, mais nous pouvons écouter, être à l'écoute et les orienter vers des services spécifiques. Donc, bon, ici, il y a des anciens étudiants de Paul Valéry, je suis très content. Et c'est vrai que, on peut donner aux enseignants l'idée que être à l'écoute, c'est aussi orienter l'étudiant en cas de besoin.
Merci. On va passer le micro. Pendant ce temps, vous pouvez répondre. Enfin, tu voulais dire un truc aussi, Jenny? Oui. Comme ça, le temps on amène le micro ici, vous avez toutes les deux le temps de rebondir. Moi, je me suis rendu compte que parfois, déjà d'offrir un espace où on va pouvoir, comme le dit Roland, exprimer sa peine, c'est déjà un moyen de savoir que il y a des gens qui vont m'offrir cet espace et qui vont accueillir ça. Je pense qu'il faut aussi être très vigilant au vocabulaire qu'on utilise, parce qu'effectivement, notre cerveau, il est feignant et il va beaucoup plus vite quand c'est négatif que quand c'est positif. Donc, il faut le reconditionner. Et moi, quand je travaille avec des stagiaires, il y a toujours 2-3 jours où ils sont un petit peu bousculés parce que je les reprends régulièrement en leur disant est-ce que tu pourrais tourner ta phrase de manière positive, parce qu'effectivement on entretient aussi ce qui va pas, on l'entretient et voilà. Et quand on a un espace pour s'exprimer où on est accueilli, quand on est vigilant à le discours qu'on tient sur ce que l'on vit, puisqu'on sait très bien aussi, on l'a vu hier pour ceux qui étaient là hier et qui ont peut-être vu le film C'est quoi le bonheur pour vous, il y a autant de définitions que 4 personnes et on est chacun, on peut vivre des choses absolument dramatiques et pour autant ne pas en faire un récit dramatique. Enfin, donc les mots que l'on utilise créent notre réalité. Et si grâce à ça, on nous donne en plus des moyens de reprendre le pouvoir d'être acteur, de ne plus subir un certain nombre de choses, de se dire que j'ai le pouvoir de changer les choses, quel que soit l'âge que j'ai, d'un seul coup, là encore, ça offre un espace, mais qui est un espace imaginaire, voilà, d'imagination. La puissance créatrice de l'imagination, elle est impressionnante. Elle est impressionnante. C'est une ressource que moi, je trouve magique. Voilà. Et alors, en plus, moi, j'écris. Donc, vous imaginez bien, l'imagination, c'est un peu mon délire aussi. Et donc, moi, c'est ça que j'offre aux gens. Un espace où je peux m'exprimer, des mots pour le dire en faisant attention parce qu'il y a des mots qui font plus de bien que d'autres. Et on me redonne des clés pour être acteur. Logiquement, avec ces 3 éléments-là, je gagne en bien-être. Que je sois un enfant ou un adulte, hein, parce que j'entends les difficultés dont vous parlez, elles existent partout, mais enfin voilà, moi souvent je cite le film de Benigni, La vie est belle. Il y a des choses qu'on peut vivre qui sont absolument atroces et par l'imagination les transformer et faire vivre des choses qui sont beaucoup plus magiques. Donc s'il a réussi à le faire dans ce contexte-là, je pense qu'on peut le faire dans d'autres qui sont moins dramatiques. Tu voulais rebondir et puis après on va te donner la parole. Oui, je vais être succincte. Juste, quand on est dans ces situations, faut pas rester seul. Donc il faut aller à la rencontre d'autres et se relier en fait. C'est comment faire ensemble, parce qu'effectivement c'est difficile de se dire on va aller intervenir dans des quartiers, centres de réfugiés, etc. Il y a des fois il y a pas forcément, enfin même dans des petites, dans la campagne, dans des petits villages, il y a des gens qui se sentent seuls aussi. Et comment on fait pour qu'à un moment donné on puisse se relier? Donc c'est tisser le réseau, le tissu associatif, etc. Le tissu local, en fait. Ça, c'est, je pense, la clé. C'est comment on se reconnecte les uns aux autres et on fait ensemble pour justement apporter des réponses. Parce que sinon, tout seul, effectivement, c'est compliqué, hein. C'est le fameux proverbe, tout seul, on va plus vite. Et encore. Mais ensemble, on va plus loin, quoi. Non, la question de la solitude, elle est clé, hein. C'est un vrai enjeu de société dont personne parle jamais. On parle d'écologie, on parle de problèmes éducatifs, on parle de plein de trucs. Mais c'est des millions de gens qui sont concernés par le problème de solitude, de non-échange avec l'autre pendant des semaines entières. Et c'est ça. Et en fait, nous, à Colibri, c'est vraiment ne pas faire à la place d'eux, mais comment, dans l'émission Inspirer, Relier, Soutenir, notamment les groupes locaux qui sont répartis sur tout le territoire, il y a plus d'une centaine de groupes, c'est leur mission. C'est justement relier les gens les uns avec les autres, c'est organiser des rencontres publiques sur des thématiques clés. Et ces thématiques, voilà, elles sont généralement aussi apportées par les gens du territoire. C'est une des raisons du succès de cet événement, c'est que ces sujets-là ne trouvaient pas écho nulle part, quoi. Tu voulais dire un truc? Oui, bonjour, moi je suis professeure dans le secondaire, donc comme il n'y a pas eu encore de témoignages, je suis professeure d'italien en REP, donc en lycée et collège de Lunel. Et je rebondis sur ce que Janine a dit tout à l'heure, sur l'idée de donner de l'espace. Moi, je commence tous mes cours en fait par Come ti senti oggi? Comment tu te sens aujourd'hui? Et en fait, c'est très important parce que j'ai un public avec des élèves qui parlent pas français, des élèves qui sont dans la misère sociale, dans la misère culturelle énormément. Et c'est vrai que c'est très important de leur donner ce moment au début du cours parce que bizarrement derrière, comme ils se sentent, enfin non c'est pas bizarre, c'est évident, mais comme ils se sentent écoutés, comme on s'intéresse à eux,
ils se sentent beaucoup plus enclins à donner quelque chose ensuite. Et ça me paraît très très important. Après, le fait on parlait tout à l'heure, les besoins de faire pipi à heure fixe, c'est quelque chose aussi. Bon, il y a les contraintes de la vie scolaire qui fait qu'ils ne veulent pas qu'on laisse sortir les enfants en classe pendant l'heure de cours pour qu'ils aillent faire pipi. Moi, très sincèrement, j'en ai rien à faire. Ils sortent pour aller faire pipi et c'est comme ça. Mais c'est quelque chose qui est quand même dingue. On est quand même pas mal de professeurs dans le secondaire à être en dichotomie avec ce qu'on nous dit de faire et ce qu'on veut faire. Et on est beaucoup à réfléchir sur toutes ces nouvelles choses. La pédagogie de projet, par exemple, dans l'enseignement des langues, elle est là depuis 15 ans, enfin, je sais pas, même peut-être plus. Donc, on travaille dessus de toute façon. Ça, c'est sûr. Les élèves, ils savent où ils vont, ils ont des objectifs, un projet à réaliser et ils doivent le faire. Il y a beaucoup de professeurs qui travaillent déjà comme ça. Mais effectivement, c'est pas forcément dit, c'est pas forcément su, mais on essaie de le faire quand même le plus possible. Après, c'est vrai dans tous les niveaux. Moi, oui, j'ai bien l'impression sûr. que ça fait vraiment écho à ce que disaient les enseignants de primaire. primaire, on est vraiment dans cette logique-là. Et cette année, je vais intervenir en prépa CAPES. Et c'est vrai que c'est un truc aussi qu'on voit dans les textes qu'on leur demande de préparer. C'est loin de ce qu'ils vont faire après. C'est très très loin de ce qu'ils vont faire après. C'est pas une critique, Angela. C'est la réalité. Non, c'est la réalité. Ce qu'on prépare en CAPES, c'est très loin de ce qu'on va vivre après en tant qu'enseignant. Donc c'est sûr que j'espère pouvoir leur dire ça, l'air de rien, entre deux portes. Voilà. Oui, dernière question. Je suis trop contente qu'il y ait un homme qui pose une question. Ah. Je peux pas dire non là. Ouf. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être là, merci de faire partager un peu tous ces savoirs, c'est beau. Je voulais remercier tous ces professeurs qui se démènent dans l'école publique, parce que moi, l'école publique, j'y suis très attaché. Et à la fois, je suis très très content aussi qu'il y ait des écoles alternatives qui se montent, parce que ils peuvent montrer des expériences qui sont faites et qui du coup fonctionnent. Il y avait la question du coup, c'était quelle action entreprendre pour le bien-être des enfants à l'école. C'est intéressant parce que moi, ce que me pose problème parfois à l'école, c'est de mettre en avant le savoir dit intellectuel, c'est-à-dire apprendre les maths, la géo, alors qu'au final, pour se réaliser, pour être accompli comme étant adulte et être bien-être, c'est en fait parfois aussi valoriser d'autres savoirs en fait, mais ça ils ont pas place dans l'école malheureusement, et je trouve ça vraiment très dommage parce que je considère que savoir faire un bon plat, un bon risotto, c'est bien plus important que savoir si la Chine a 4 ou 5 milliards d'habitants. Enfin voilà. Et ça évolue vite, ça. Oui. En fait, voilà, je trouve que c'est dommage. Et en fait, ça va un peu dans le sens que les gens disent, du coup, on est dans une société qui prime, du coup, l'intellect, la théorie, ce qui fait qu'on a on a rendu des choses de plus en plus tertiaires. Du coup, les gens vont de plus en plus en ville pour ce genre de travail. Ça abonde les vides, ça vide les campagnes. Et du coup, les gens n'ont pas d'espace de nature dans les villes, de moins en moins. Et du coup, ils se sentent beaucoup plus stressés. Enfin voilà, et l'éducation est moins bonne. Alors qu'au final, si on primerait en fait ces savoirs qui sont non théoriques, mais comme connaître un papillon ou connaître un risotto, les gens reviendraient goût à des choses qui sont beaucoup plus primaires et reviendraient dans les campagnes et la vie serait sûrement belle. D'une certaine manière, en fait, vous abordez la question de la hiérarchisation des savoirs. Oui. Peut-on dire que l'un est plus important que l'autre, et dans quelle mesure et sur quels critères? Disons qu'il y en a un qui est dans les programmes scolaires, l'autre qui l'est pas, donc c'est vite. Mais en fait, la question de fond, elle est là. C'est le sujet a été décidé par une organisation étatique. On a décidé que l'acquisition de ces compétences-là était plus importante que les autres. Donc, on a hiérarchisé les savoirs. Est-ce que c'est une des actions sur lesquelles vous travaillez à l'université, c'est sortir de cette logique de hiérarchie? En fait, dans notre centre de recherche, il y a des doctorants qui travaillent sur l'écoféminisme. L'écoféminisme, en particulier Vandana Shiva, affirme une chose. La culture d'une femme du désert, du Sahara, c'est où je trouve de l'eau.
Ça, c'est la culture de la survie, mais c'est de la culture. Et où je trouve les plantes pour soigner mes enfants. La culture d'une femme en Allemagne ou en France, et je vais voir un film au cinéma, je vais lire un livre. Donc, c'est des formes de culture, mais les deux formes de culture ont le même, je vais dire même, il y a une forme de culture de la survie qui est encore plus importante que la culture que nous connaissons. Donc, effectivement, nos jeunes chercheurs travaillent vraiment sur ces savoirs, sur ces définitions de la culture pour changer justement le carcan, une sorte de schéma mental que nous avons. Et ces nouvelles recherches, cette doctorante en particulier qui travaille sur l'écoféminisme, elle a eu du mal à faire accepter son sujet il y a 4 ans, mais maintenant c'est devenu normal et on a pu le diffuser au sein de l'université. Donc vous voyez comment progressivement on arrive à changer aussi la manière de regarder la culture et la hiérarchisation des savoirs. Mais ça vient par les jeunes, parce que quand on parle aux jeunes de ces questions, les jeunes prennent tout de suite le sujet et ils s'engagent sur des recherches de plusieurs années là-dessus. Je trouve ça très joli comme mot de la fin, en fait. Ça veut dire qu'on est dans une culture de la transition. Merci beaucoup. Attends, juste, il y a beaucoup de profs ici. Ouais. Je voudrais dire comme quoi nous, les animateurs nature, éducateurs nature, on fait un travail phénoménal pour essayer d'apporter de la connaissance. Et je trouve ça peut-être dommage qu'en France, en fait, il y a ce truc, on est animateur, on est éducateur, on est prof, alors qu'au final, on est tous des pédagogues et on essaie tous de faire avancer l'éducation. Et des parents aussi. Et les parents aussi. Merci beaucoup, vraiment, d'avoir été avec nous. Merci tous les 4. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en éducation. Un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement, livré tous les 2 mois partout dans le monde. Un magazine 100% éco-responsable, 80 pages en moyenne, sans publicité. À travers le Festival pour l'école de la vie ou le Congrès Innovation en éducation, nous rencontrons des milliers de professionnels qui proposent des solutions pour les parents, les enfants et les enseignants. Ce magazine se veut être un pont avec le podcast, nos événements et les films que j'ai réalisés. On se retrouve maintenant la semaine prochaine et entre-temps, je vous souhaite une très belle route.